on a des mesures qui sont mal ciblées, qui coûtent cher au Trésor public, mais qui sont mal ciblées et qui ne permettent pas d'aider des Québécois qui en ont réellement besoin. Puis, à travers tout ça, il y a une première ministre qui ne connaît pas l'état de la dette au Québec. Et au-delà de savoir le chiffre, là, ce que ça nous dit, c'est qu'elle ne s'en soucie pas. Le député André Fortin sur le témoignage de la première ministre Christine Fréchette la semaine dernière lors de l'étude des crédits. Mme Fréchette qui était incapable de dire à combien s'élevait la dette du Québec. Une scène qui a duré une longue minute. En tout cas, ça avait l'air d'une longue minute pour elle. Ça a été l'élément marquant de ce que plusieurs ont qualifié de mauvaise semaine pour Mme Fréchette. Alex, Chantal, Michel, bonjour. 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 Michel, est-ce qu'on peut dire que c'est une mauvaise semaine? Ça n'a pas été un moment particulièrement brillant pour Mme Fréchette, entendons-nous, mais est-ce que c'est une mauvaise semaine? Oui, c'est une mauvaise semaine. À cause de ça, bien que moi, le chiffre du déficit ou de la dette, je pense pas que c'est quelque chose qui va rester très longtemps. C'est pas génie en herbe, cette affaire-là. Mm-hmm. Elle aurait dû avoir avec elle un haut fonctionnaire de son ministère, le ministère du Conseil exécutif, qui a ces chiffres-là devant lui, puis qui lui passe, et personne n'aurait jamais parlé. Ce qui est plus sérieux dans cette affaire-là, c'est tout le narratif qui s'est installé de dire voici quelqu'un qui est en train d'acheter des votes avec votre argent. Et dire, bon, j'ai fait des baisses d'impôts ciblées. Oui, des baisses d'impôts ciblées, c'est reprendre de l'argent dans les poches du contribuable. Puis d'autre part, ne pas savoir qu'il y avait des hausses de taxes, entre autres celles sur l'assurance, qui étaient déjà prévues, qui vont en fait enlever tous les bénéfices de ces baisses-là, ça aussi, c'est sérieux. Et bon, c'est une mauvaise semaine, c'est pas la fin du monde, mais il ne faut pas qu'il y en ait plus. Hein? Oui, mais c'est ça, parce qu'on le dit souvent, il n'y a pas beaucoup de semaines avant l'élection, Alec, puis c'est le genre d'exercice où, si ça se répète, ça peut s'incruster, puis là, ça devient difficile de s'en déloger. Bon, moi... je suis pas un grand fan des génies en herbe aux politiciens où on essaie de les coincer sur un article précis, la dette nette versus la dette brute en pourcentage du PIB. Non, je le veux en chiffre absolu. Moi, j'ai jamais beaucoup aimé ce type d'exercice-là. Elle n'a pas très bien paru, c'est vrai. Je suis d'accord avec Michel, je pense pas que ça va nécessairement coller parce que l'image qu'a Christine Fréchette dans l'opinion publique, c'est quelqu'un de quand même studieuse, qui connaît ses dossiers, qui est préparé. C'est pas en accord avec ce que les gens ont comme perception d'elle, donc je suis pas certain que ça va coller. Le problème, il est lundi. Et lundi, lors de son annonce devant donc des étalages d'épicerie, là, on était devant une Christine Fréchette qui ressemblait beaucoup au gouvernement Legault avant elle et au gouvernement Trudeau avant, où là, on arrive avec des mesures un peu tape à l'œil, pas structurantes. C'est pas des très gros montants. Donc, les gens se disent 50 $ à l'épicerie sur une année. Est-ce que ça m'aide beaucoup alors que ça coûte de l'argent au Trésor public, qu'on est en déficit? Les deux autres volets de l'annonce, pas trop de problème avec ça. Le rabais de 50 $ sur les matriculations ponctuellement, le crédit d'impôt pour la solidarité. On peut se poser la question, est-ce que le Québec avait besoin d'en faire alors qu'Ottawa a déjà bonifié son crédit d'impôt pour l'équivalent, le crédit d'impôt de TPS qu'on appelle maintenant l'allocation pour l'épicerie et les autres besoins essentiels? On avait déjà baissé la taxe d'accise sur l'essence à Ottawa. Est-ce qu'on avait besoin d'en rajouter deux mesures équivalentes du côté de Québec juste pour dire on en fait nous aussi? Ça se questionne, mais au moins, ça va dans la poche de ceux qui en ont besoin. Mm-hmm. Le 50 $ à l'épicerie, honnêtement, si elle ne l'avait pas promis, là, je pense qu'on aurait pu s'en passer parce que ça donnait l'image de François Legault qui essaye de s'en sortir à tout prix. Ça donnait Justin Trudeau qui est un peu coincé lui aussi. Les intentions de vote sont pas très bonnes. Donc, je comprends qu'on veut se mettre dans la peau de l'électeur pour qui le coût de la vie est vraiment important, puis on veut des images de Christine Fréchette qui se préoccupe du coût de la vie. Mais ça faisait vieille politique, alors qu'elle vient d'arriver. Et ça, je pense que c'est plus dommageable que de ne pas avoir la réponse à un chiffre en crédit lors de l'étude des crédits. Puis le problème, c'est que les économistes sont rentrés là-dedans après en disant puis là, elle a passé un mauvais quart d'heure avec des gens qui ont beaucoup de crédibilité à ce chapitre-là, Chantal, oui. Oui, mais elle avait été prévenue 2 fois plutôt qu'une. La même expérience avait eu le même effet pour Justin Trudeau. Alors, si on s'entête à répéter le même comportement, généralement, on a les mêmes résultats. D'ailleurs, M. Girard, le ministre des Finances, avait un peu la même tête d'enterrement que Chrystia Freeland à l'époque. Il n'avait pas l'air d'un gars qui avait hâte d'aller acheter ses peanuts salés. D'ailleurs, 50 $ de moins d'épicerie à condition d'acheter les trucs qui ont été détaxés. Donc, allez vous chercher au plus vite des peanuts salés.
Je pense que cette semaine, elle a échoué 2 tests. Le premier, c'est celui de la rigueur budgétaire. Les électeurs n'aiment pas ça, qu'on donne l'impression qu'on se moque un peu d'eux autres en leur lançant des pinottes. Ce premier problème. Et ensuite, celui de la cohérence, en sachant pas qu'en même temps, son gouvernement est en train d'augmenter certains impôts, certaines taxes, qui arrivent à peu près au même pour beaucoup de gens. Alors, quand on met les deux ensemble, évidemment, c'est une mauvaise semaine qui envoie le mauvais message. Quant à cet épisode que je trouve, moi aussi un peu répugnant de commission parlementaire, ça a servi certainement à un groupe de gens très sélects. Ce sont des gens qui vont préparer le débat des chefs. Parce que dans un débat des chefs, ça n'a pas d'importance. La réponse qu'on ne connaît pas, c'est le silence et l'embarras qui va coller. Et ça ne peut pas arriver dans un débat des chefs. Alors, tous ceux qui préparent des deux côtés, l'opposition, le gouvernement, le débat des chefs, vont pas demander à Mme Fréchette la même question, mais vont se dire il y a peut-être moyen de la déstabiliser dans un ou des débats des chefs en arrivant avec une colle que la bonne élève n'a pas eu le temps de réviser. Oui. Il y a le silence, puis il y a la réponse. Monsieur Philippe Couillard, en campagne, c'était l'épicerie. Hein? C'était combien ça coûte faire une épicerie par semaine? Le 75 $ qui avait été un problème aussi, parce qu'il avait l'air déconnecté de la réalité. Bon, il y a une leçon à tirer, Michel, pour les prochains mois, d'ici à l'automne de cette semaine-là, pour Mme Fréchette? Se préparer un peu mieux. C'est quelqu'un qui se prépare beaucoup, mais là, elle a vu de ses yeux vus les pièges qu'on pouvait lui tendre. Alors, il faut qu'elle fasse attention à ça. Et il faut surtout, je pense que la chose qui lui avoir fait le plus mal cette semaine, c'est de ne pas avoir su qu'il y avait une hausse de taxes qui allait annuler sa baisse de taxes. Et quand ça arrive, c'est là que tu as l'air fou. Et c'est ça qu'il faut auquel il faut qu'elle fasse attention. Bon, Chantal puis Alec ensuite. Mais il faut qu'elle apprenne aussi à retomber sur ses pieds parce qu'il va y avoir des choses qu'elle ne peut pas voir venir. Là, je vous donne l'exemple classique de Michael Ignatieff en débat qui se fait dire par Jack Layton « Tu t'es pas pointé au travail, voici les chiffres de tes présences à la Chambre des communes. » Michael Ignatieff, qui est comme le chevreuil dans les phares, c'est de ça. Et on ne peut pas se préparer pour ça, mais on peut se préparer à retomber sur ses pieds. Et là-dessus, il y a du travail à faire, c'est évident. Oui, et c'est un art, retomber sur ses pieds dans des situations comme celle-là. Alec? Oui, c'est un art et ça s'apprend lorsqu'on est premier ministre au fil du temps. Et ça fait pas très longtemps que Christine Fréchette est première ministre. Puis les gens vont dire, oui, mais ministre depuis quoi, 3 ans et demi, 4 ans? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Lorsqu'on est ministre d'un ministère, on connaît à fond, et je suis certain qu'elle connaissait très bien l'immigration, je suis certain qu'elle connaissait très bien le ministère de l'Économie et de l'Énergie où elle était, parce que c'est circonscrit. On a un carré de sable, on s'y connaît à fond, surtout elle est très studieuse. Quand tu es premier ministre, tu dois connaître tout. Et c'est impossible de tout connaître. Ce n'est pas vrai qu'un premier ministre ou une première ministre connaît tous les dossiers à fond. Elle se rappelait probablement pas que Éric Girard, il y a 2 ans, avait annoncé que la hausse des primes d'assurance allait augmenter d'1 % pour se coller à la TVQ parce qu'il y avait une anomalie. C'était 9 % au lieu de 9,98. Il donne 1 an et demi aux gens pour se préparer. Il annonce ça. C'est sûr qu'elle ne s'en rappelle pas. Elle n'est pas ministre des Finances. Comme premier ministre, tu vas te faire poser des questions auxquelles tu n'as pas ces réponses-là. Chantal et Michel ont raison. Il faut que tu retombes sur tes pieds. Il faut que tu sois capable de dire, écoutez, si vous voulez les détails, je vais vous les donner. Ça fait très longtemps que ça a été annoncé. Je m'en souviens plus. Il faut que tu trouves une façon de dire quelque chose, alors que là, si on a un long silence, c'est sûr que ça va te rattraper dans un exercice comme une campagne électorale ou un débat des chefs. Donc, il y a une leçon, certainement, cette semaine pour Christine Fréchette et son entourage. Oui, effectivement. Il y a sûrement des stratèges de la CAQ qui ont regardé ça cette semaine pour prendre les notes et voir comment on pouvait retomber sur ses pieds. Là, on va écouter un extrait de Stephen Guilbeault. C'était à la Chambre des communes cette semaine. Grande décision pour l'ex-ministre de l'Environnement. Puis, on revient là-dessus tout de suite après. Ainsi, après presque 7 années à servir en tant que député de la magnifique circonscription de Laurier-Sainte-Marie, il est maintenant temps pour moi de trouver de nouvelles tribunes pour poursuivre le travail de ma vie. Alors, M. Guilbeault et là, je ne vous demanderai pas si c'était prévisible parce que ça me semblait assez prévisible, ce départ-là. Chantal, est-ce que ça fait mal à Mark Carney, ce départ-là? À terme, ça pourrait. Et pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quand même beaucoup de capital politique qui a été consumé au Québec cette semaine à cause de cette décision-là. Pas parce que Stephen Guilbeault est plus là, mais parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui vont lui donner raison quand il dit « Dans notre programme électoral, il y a 1 an, on parlait
de l'environnement à presque 30 reprises. Et là, on parlait de pipeline, pas du tout. Et là, on parle de pipeline. Et il y a beaucoup d'électeurs qui vont dire, ben oui, effectivement. Et ça donne l'impression, effectivement, où ça fait dire aux gens, on n'a pas voté pour ça. Là, on s'en va dans un débat. Le débat, il n'est pas terminé. L'aventure des pipelines, c'est pas fini. Les changements aux lois environnementales pour accélérer les choses, c'est pas fini non plus. Et là, à chaque étape, il risque d'y avoir plus d'électeurs qui se disent, moi, je n'ai pas voté pour ça. Et où est-ce qu'il m'amène? Parce que, effectivement, des gens comme Stephen Guilbeault ont dit, Mark Carney, c'est quelqu'un qui connaît l'économie et qui sait réconcilier politique, climatique et économie. Et pour mémoire, là, il y a 1 an, quand M. Carney dit les temps changent, il y a 1 an, Donald Trump était déjà président. C'est la raison pour laquelle les gens ont voté pour Mark Carney. Alors, les temps n'ont pas tant changé que ça. Oui, on le recevait d'ailleurs tout à l'heure en entrevue, M. Guilbeault, puis il nous disait les 28 fois où le mot climat était dans la plateforme, 0 sur le pipeline. Alex, ça, c'est un départ. Est-ce qu'il y en a d'autres des libéraux qui ne sont pas à l'aise avec cette approche-là? Est-ce qu'ils pourraient être tentés eux aussi d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte, d'après vous? Bien, le plus grand danger pour Mark Carney, c'est l'effet d'entraînement, effectivement, qu'il y ait d'autres députés qui prennent la place, sans dire qu'ils vont démissionner, mais qui prennent la parole sur la place publique pour dire, ben moi, je suis inconfortable avec ce programme-là. Donc, les tirs amis, les tirs de l'intérieur du caucus, ça fait toujours plus mal. S'il y a un effet d'entraînement, oui, ça pourrait faire mal à Mark Carney. Moi, je suis moins certain que si ça ne se produit pas, qu'il n'y a pas cet effet d'entraînement-là, ça va nuire à Mark Carney. Je pense que s'il y avait des dommages qui auraient pu être enregistrés, on l'aurait vu lorsqu'il aurait quitté le Conseil des ministres au mois de novembre dernier, où là, on a vraiment eu un gros coup. L'entente avec l'Alberta, fait pas notre affaire, je démissionne par principe du Conseil des ministres. Puis moi, j'étais de ceux qui pensent qu'il y aurait un effet à la démission de Stephen Guilbeault. Il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu au Québec. Il n'y en a pas eu à l'extérieur du Québec. Pourquoi? Parce que l'environnement, dans la grille d'analyse de la population, pour l'instant, ne fait pas du tout le poids par rapport aux autres priorités qu'incarne Mark Carney, c'est-à-dire l'économie, la défense du pays, Donald Trump, réinvestir dans la défense, les ressources naturelles. Et c'est vrai qu'il n'a pas parlé de tout ça pendant la campagne. Stephen Guilbeault a raison. C'est juste que le curseur s'est déplacé. Et donc, ce que Mark Carney donne comme impression, c'est j'ai un plan, je l'exécute, je sais où je m'en vais, il y a des dommages collatéraux. Stephen Guilbeault fait partie de ces dommages-là. Et on va continuer quand même dans le même chemin. Donc, l'impression d'être un premier ministre résolu qui fait ce qu'il faut faire dans un contexte comme celui-là l'aide à passer par-dessus cette crise-là. Maintenant, si les électeurs de Laurier-Sainte-Marie, qui sont plus progressistes que bien des gens, eux jugent que ça ne fait pas leur affaire, ils vont avoir l'occasion de le dire au mois de novembre, s'il y a des élections partielles en novembre, en sanctionnant le Parti libéral. Mais sur le plan général des intentions de vote, si on ne voit rien bouger dans les prochaines semaines, je ne serais pas surpris du tout. On va surveiller les partiels. L'autre élément que monsieur qui est venu hanter, parce que, évidemment, c'est pas une bonne nouvelle pour M. Carney, même si c'était pas catastrophique, mais M. Carney s'est lui-même auto-pelure de bananiser, pour utiliser la vieille expression, quand il a parlé de la majorité claire dans le cas d'un référendum. 50 plus 1, Michel, ça a l'air que c'est pas suffisant, puis il y a un autre grille qu'on devrait appliquer là-dessus. Est-ce qu'il y avait besoin d'aller là cette semaine, M. Carney? Il n'avait aucun besoin d'aller là. C'est ce qu'on appelle une erreur qui est unforced error, qu'on dit au tennis. Là. C'est toi qui as manqué la balle, c'est tout. D'autant qu'il est connu, M. Carney le sait, au Québec, c'est une affaire réglée, 50 plus 1, il n'y en a pas d'autres barèmes. Alors, puisque le référendum, c'est aussi une institution québécoise maintenant, il faut qu'il fasse attention à ça. Et quand il y a dans le monde des seuils qui ont été mis, c'est pas d'habitude qu'on remet en question 50 plus 1, c'est un seuil de participation. Effectivement, si vous avez un référendum qui a 25 du monde qui vont voter, il ne va pas très cher, votre référendum. Alors, internationalement, on a mis des seuils de participation. Je fait un relevé cette semaine. Là, mais sinon, regardez le référendum écossais, regardez tout ça, d'habitude, c'est 50 plus 1, puis c'est pas des majorités qualifiées. Ouais. Chantal, je vous laisse le mot de la fin là-dessus. Ouais, Ben, d'abord, référendum albertain, no 50 plus 1, c'est un peu la banderole qu'on a vu beaucoup. C'est une réponse à une question qui ne se pose pas. Puisqu'on ne pose pas la question, voulez-vous vous séparer, et que M. Carney dit que la loi sur la clarté ne s'applique pas. Ensuite, la loi sur la clarté
elle ne dit pas 50 plus 1, c'est passé et ça prend tel. Il y a une série de facteurs, comme effectivement le taux de participation. Mais ce que personne dit, c'est que si on dit aux Québécois, vous faites un référendum, puis même s'il y a la majorité, vous votez oui, ça n'a pas d'importance, ça risque de faire monter la majorité si c'est un vote gratuit. Oui, effectivement. Parce que c'est un peu ça qu'on dit, c'est pas grave. Et là, et personne n'est jamais capable de dire, OK, si c'est oui à 52 avec un taux comme la dernière fois de participation de presque 100 puis que ça compte pas, qu'est-ce qui va arriver le lendemain matin? Tout le monde va rentrer à la maison au Québec en disant, ben OK d'abord. Leçon à tirer, donc, on ne s'aventure pas sur ce terrain-là, en tout cas pas à ce moment-ci. C'est tout le temps qu'il nous restait. Alex, Chantal, Michel, merci. Bonne fin de week-end. Au revoir.